Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité, c'est la tempête politique déclenchée en France par la mort du jeune militant identitaire Quentin Derenque, violemment agressé à Lyon jeudi dernier. Les soupçons se portent sur le groupuscule d'ultra-gauche La Jeune Garde. Pour le gouvernement, la France insoumise a une part de responsabilité. Il faut appeler un chat, la France insoumise encourage depuis des années maintenant un climat de violence. Il y a donc, vis-à-vis du climat politique, du climat de violence, une responsabilité morale de la France insoumise dans ce climat de violence exacerbé. Groupuscule d'ultra-gauche et d'ultra-droite, de qui, de quoi parle-t-on? Pourquoi Lyon est-elle depuis les années 30, avec l'Action française maurassienne, entre autres, le bastion de l'ultra-droite? Qui est à l'origine de l'explosion de la violence politique en France et comment l'endiguer? On en débattra ce soir avant de vous retrouver, Marjorie Adelson et Xavier Mauduit, pour vos chroniques. Et Tom van der Bruggen, Elisabeth, est mort. Il avait 80 ans, c'est le créateur des Kapla, les célèbres petites planchettes de bois. Eh bien, c'est l'occasion d'une histoire des jeux de construction. S'il vous plaît, mon petit chérubin. Et vous, Marjorie? Elle ne pèse que quelques grammes, mais hier, elle a été vendue pour plus de 16 millions de dollars. C'est la carte de collection la plus chère au monde et c'est une carte Pokémon. Vous plaisantez? Non, c'est très sérieux. 16 millions de dollars? Je me tripote, à tout à l'heure. Et pour commencer, comment devenir soi avec une mère maltraitante, mais qui est une héroïne aux yeux du monde? Comment grandir sans amertume en développant humour salvateur et amour du vivant? Réponse dans la fascinante autobiographie d'Arundhati Roy, reine de la littérature indienne, propulsée sur la scène mondiale avec Le Dieu des petits riens en 97. Elle est notre invitée en exclusivité télévisuelle. S'il vous plaît, on la retrouve tout de suite. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Arundhati Roy, quel bonheur de vous avoir ici, quel honneur. Je vous présente Fanny Veil et Benjamin Sportouche. Bonsoir. On va évoquer votre vie et ce nouvel ouvrage, mais je voulais juste quand même que vous expliquiez cette phrase qui est au début de votre dernier livre. Je considère ma vie comme une note en bas de page, jamais tragique, souvent hilarante. Vous êtes une note en bas de page, vous, Arundhati Roy? Mais je crois que nous sommes tous des notes de bas de page, en fait. Et si on s'en rendait tous compte, le monde en serait meilleur. Si on se rendait compte qu'on est tous des notes de bas de page et qu'il n'y a aucun sens à détruire la Terre simplement pour des notes de bas de page et d'aller en guerre pour des notes de bas de page. Mais il ne semble pas que nous ayons un point de vue correct sur le fait que la Terre a je ne sais combien de milliards d'années d'âge, donc nous ne sommes tous que des notes de bas de page. De l'humilité et un talent immense, Arundhati Roy. Votre profil idéal par Gaël Legrand, on vous retrouve juste après. Arundhati Roy, vos livres et vos engagements citoyens œuvrent depuis toujours à l'édification d'une société plus juste, plus équitable. Puisque vous consacrez votre dernier ouvrage à votre mère, comment a-t-elle contribué à faire de vous la combattante que vous êtes devenue? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né en 1961, vous grandissez dans le Kerala, un état du sud de l'Inde. Votre mère vous élève seule avec votre frère. En 67, elle ouvre une école. Afin de ne marquer aucune différence avec les autres élèves, vous devez l'appeler Mrs. Roy. Féministe appréciée en public, cette mère que vous admirez s'avère aussi parfois atroce en privé. À votre frère, elle dit un jour « Tu es laid et stupide. À ta place, je me suiciderai ». Lorsque vous l'agacez, elle imite votre voix de manière ironique. Plus tard, elle vous lâche « J'aurais dû te jeter à l'orphelinat dès le jour de ta naissance ». À l'âge de 16 ans, vous vous inscrivez en école d'architecture à New Delhi. Pour obtenir votre diplôme, vous rédigez une thèse sur les non-citoyens qui vivent dans les craquelures de l'espace. Vous écrivez pour le cinéma, tournez même dans le film Massé Saïb en 85. En 97, votre premier roman est publié. 6 millions d'exemplaires vendus et vous obtenez le Booker Prize pour cette histoire de jumeaux traumatisés dans leur enfance. Une histoire est la façon la plus simple de présenter un monde complexe avec des émotions complexes, parlant de questions complexes. Vous rédigez également de nombreux essais. Vous militez contre la construction de barrages, contre les essais nucléaires, contre l'oppression des musulmans. Et vous vous opposez à l'autoritarisme du Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi en poste depuis 2014.
thousands of people who are in jail. There are writers who've been shot, you know. There are people who are being lynched every day on the streets on the basis of rumors spread on WhatsApp. Dans Mon refuge et mon orage, vous évoquez donc votre enfance, la construction de votre personnalité, vos luttes et ce que vous devez à votre mère, morte en 2022. Elle m'a appris à penser, puis ma façon de penser l'a rendue furieuse. Elle m'a appris à être libre et s'est déchaînée contre ma liberté. Elle m'a appris à écrire et m'en a voulu de l'écrivaine que je suis devenue. Et Arundhati Roy, comme vous êtes une écrivaine avec une solide éthique, l'honnêteté vous a conduit à décrire votre mère dans sa complexité. C'était une ogresse, elle était castratrice et en même temps elle était féministe, héroïque et c'était un personnage extraordinairement romanesque. Et vous avez décrit toutes ces facettes dans ce livre. Ça vous tenait à cœur? Ça me tenait à cœur parce que c'était vraiment là tout le but du livre. Une femme qui pouvait prendre énormément d'espace dans une ville très conservatrice, une femme qui ne pensait pas vraiment que c'était son travail d'être une femme gentille ou obéissante ou même une mère parfaite. Donc, dans ma jeunesse, c'était un petit peu difficile, mais j'ai quitté la maison à 16 ans pour aller étudier l'architecture et j'ai arrêté de rentrer à la maison à 18 ans. Et puis, je l'ai rencontrée à l'âge adulte en tant que personne qui n'était vraiment plus sa fille, tout comme j'étais un peu sa mère à elle, et donc il a fallu prendre un petit peu de recul pour voir la personne extraordinaire qu'elle était, et sa part sombre faisait partie de ce caractère extraordinaire. C'est simplement trop ennuyeux d'avoir une mère gentille, aimante, parfaite, magnifique. Elle n'était pas du tout cela. Et à propos des femmes, en Inde, vous avez écrit un jour quelque chose d'incroyablement fort. Il est plus dangereux d'être une femme qu'une vache en Inde. Et vous le savez, Arundhati Roy, parce que vous avez failli être violée à 10 ans. Vous le racontez dans votre récit. Vous avez failli être violée par un homme moitié sanglier, moitié Père Noël, que vous décrivez de manière très étonnante. La condition des femmes en Inde, c'est horrible. Eh bien, ça dépend des femmes, voyez-vous. Comme n'importe où, il n'y a pas un seul type d'espace pour les femmes. Il y a des espaces plus sûrs et des espaces vraiment très dangereux. Et tout un spectre entre les deux. Bien sûr, aujourd'hui, comment peut-on seulement parler de l'Inde? Regardons le monde des Epstein Files et les hommes les plus puissants de la Terre, ce qu'ils pensent eux-mêmes des femmes, comment ils les traitent, comment ils traitent les enfants, comment ils font du trafic d'êtres humains, qu'ils se font chanter les uns les autres. Et ça, d'une façon, c'est la même chose partout. Mais bien sûr, en Inde, il y avait, et il y a encore un peu maintenant, une sorte de déshumanisation. Et je ne peux pas vraiment dire que je viens d'un milieu, bon, étant donné la vie que j'ai eue, il aurait pu m'arriver de pires choses qui ne me sont pas arrivées. J'ai eu de la chance. Mais c'est un espace extrêmement disputé, l'espace que les femmes ont le droit d'occuper, où leurs désirs peuvent s'exprimer ou pas, ou comment elles devraient vivre ou pas. L'une des choses les plus extraordinaires concernant ma mère, c'est qu'elle a créé une école dans une toute petite ville et elle a vraiment changé l'équilibre entre les sexes dans cette école, dans cette petite ville. Et donc, même si elle avait une grande part sombre, pour moi, en tant que sa fille, mais les batailles qu'elle a menées pour les femmes étaient aussi pour moi, parce qu'il se trouve que j'étais aussi femme. Arundhati Roy, on va évoquer avec vous et avec Fanny la situation des femmes en Inde aujourd'hui qui reçoivent dans de plus en plus d'États en Inde des allocations pour rester chez elles et pour mener leurs travaux domestiques. Oui, puisque ces femmes font tourner leur foyer et qu'il s'agit bien de travail, pourquoi ne pas les rémunérer? C'est en tout cas effectivement l'idée expérimentée en ce moment par 12 États, la moitié du pays. Alors on ne parle pas d'un salaire, mais d'une allocation universelle que touchent 118 millions d'Indiennes tous les mois. Montant 1500 roupies, c'est environ 14 €. Alors, ça peut nous sembler peu, mais ça permet à ces femmes de faire les courses, d'acheter des médicaments, des fournitures pour leurs enfants et d'avoir peut-être aussi un début, un brin de sentiment d'indépendance, comme le rappelle le journal indien
New Indian Express. Cette allocation, je cite, a un impact émancipateur considérable sur les femmes qui continuent de subir le patriarcat et l'oppression. Mais dans certains États, dans ces États qui appliquent cette mesure, dénoncent aussi par ce biais des tentatives d'achat des votes des femmes. Arundhati Roy, cette idée pour vous, c'est une bonne idée ou au contraire c'est une manière d'acheter un petit peu les femmes? Non, je crois que il y a une énorme illusion autour de tout cela. Et c'est le fait que si vous regardez cela, c'est une tentative éhontée d'acheter des voix. Il y a eu, par exemple, un système de garantie de l'emploi rural où les gens pouvaient travailler et gagner au moins 3 mois de salaire. Ça a été sapé par cela. Parfois, le gouvernement fournit aussi des denrées alimentaires comme du riz ou du sel avec le portrait du Premier ministre dessus. Donc on vit dans une situation de chômage de masse où simplement on balance des tombereaux d'argent simplement pour essayer d'établir des écrans de fumée. Arundhati Roy, du Premier ministre indien Narendra Modi, vous dites qu'il est un fasciste. Pour les autres dirigeants du monde entier, il n'est qu'un nationaliste ou un patriote qui défend les intérêts de son pays. Pour vous, il est dangereux pour votre pays? Je ne le crois pas, j'en suis sûr, je le sais. Si vous regardez l'histoire de l'organisation à laquelle il appartient, la RSS, qui est une organisation de nationalistes hindous qui croient que l'Inde devrait être transformée en pays hindou, que les hindous devraient être les premiers citoyens, où l'on a incendié 300 églises le mois dernier, où on lynche des musulmans quasiment au quotidien, où on a évincé les musulmans du Parlement, du journalisme, de leur emploi. Il est tellement humiliant d'être citoyen musulman. Il y a des millions de musulmans en Inde. Un parti qui fait campagne sur une base de haine et qui a transformé les médias de masse en un robinet à haine. C'est un homme tellement dangereux et je ne crois pas que qui que ce soit le président français ou tout autre dirigeant du monde qui n'en soit pas conscient, ils le savent. Toutefois, la politique internationale ne se fait pas sur la moralité politique, on le sait tous. Et c'est la raison pour laquelle ils vont le prendre dans les bras. Et nous avons énormément de problèmes et je pense qu'il va y avoir énormément d'agitation dans le pays. Arundhati Roy, vous n'avez jamais dévier de votre attitude. Vous dites ce que vous pensez, la censure ne vous fait pas peur, les procédures judiciaires ne vous font pas peur parce que vous savez qu'on ne peut pas vous museler. Les écrivains ne se musellent pas. Des gens comme Ossip Mandelstam qui dénonçait Staline et qui en est mort est éternel, Solzhenitsyn aussi, et vous aussi d'une certaine manière. On ne muselle pas un écrivain, n'est-ce pas? C'est votre règle absolue. Non, je ne suis pas intrépide, j'ai beaucoup peur. Beaucoup de mes amis sont en prison, à l'instar de beaucoup de personnes, je suis menacé. Les lois en Inde sur le terrorisme ont été modifiées pour inclure les intellectuels, dont on dit toujours qu'ils sont pires que les terroristes. On nous appelle des terroristes narratifs. Donc être intrépide, c'est aussi être un petit peu bête. Il faut avoir peur. Je ne veux pas devenir martyr. Je souhaite travailler simplement. Donc je fais attention. Et puis, je suis aussi une personne dont le gouvernement sait que si jamais il prend des mesures contre moi, si on me jette en prison, cela va faire peur à pas mal de monde qui va se taire de ce fait. Et donc, il y a un aspect supplémentaire à mon fonctionnement dans cette société. Toutefois, comme je le dis, je ne suis pas la seule. Il y a énormément d'entre nous qui nous soulevons, énormément d'entre nous. Et parfois, je me sens un petit peu gêné quand on m'érige simplement comme étant la seule, parce que je ne le suis pas. Pour nous, ce soir, vous êtes la seule. Voilà, Arundhati Roy, vous êtes la seule. Mon refuge et mon orage. Voilà, merveilleux récit, toute une vie et l'Inde de la deuxième partie du XXe siècle à travers le récit de votre histoire familiale qui est littéralement extraordinaire. C'est chez Gallimard et merci infiniment d'être venu chez nous dans 28 minutes. Et merci à Anthony Roger, votre divine interprète.
On passe à notre débat sur la violence politique en France après la mort du jeune étudiant et militant identitaire Quentin Derenque en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan à Sciences Po Lyon jeudi dernier. Les accusations d'indulgence de la France insoumise envers la violence des antifas sont-elles fondées? Dopées par l'effet de meute des réseaux sociaux, la violence politique a-t-elle changé de nature? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Une minute de silence cet après-midi à l'Assemblée nationale. Un court répit avant que la France insoumise et le gouvernement ne s'écharpent 3 jours après la mort d'un étudiant identitaire frappé par des jeunes de l'ultra-gauche. Ceux qui instrumentalisent ce drame pour nous salir doivent cesser. Il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées. Et surtout, le ménage dans vos rangs. C'est en marge d'une rencontre entre la députée européenne LFI Rima Hassan et des étudiants de Sciences Po Lyon que des affrontements ont éclaté jeudi entre des militants identitaires et des antifascistes. Quentin Derenque, 23 ans, a succombé aux coups portés par au moins 6 individus masqués et cagoulés. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Ces lésions étaient au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelles à brève échéance. Depuis la mort du jeune nationaliste, le ministère de l'Intérieur pointe du doigt la Jeune Garde. Ce groupuscule antifasciste a été fondé par Raphaël Arnaud, devenu député LFI en 2024. Un groupe soutenu par Jean-Luc Mélenchon lors de sa dissolution l'an dernier. Ce sont des jeunes antifascistes. Ont-ils fait une seule fois l'apologie de la violence? Jamais. Jamais. Le gouvernement, de son côté, accuse les insoumis d'engendrer des violences. Il y a une responsabilité morale de la France insoumise dans ce climat de violence exacerbé. La France insoumise dénonce une récupération politique sordide à 1 mois des élections municipales. Raphaël Glucksmann, lui, appelle à rejeter les extrêmes qui brutalisent la vie politique. Nous serons cette digue de défense de la démocratie précisément parce que nous ne ferons aucune alliance avec des mouvements qui mettent à mal la démocratie, dont la France insoumise. Alors, la violence verbale encourage-t-elle des passages à l'acte? Comment endiguer cette brutalisation de la vie politique? Nos 3 invités, François Cusset, bonsoir, vous êtes historien. Votre dernier essai, Le déchaînement du monde, logique nouvelle de la violence. Selon vous, il n'y a pas de recrudescence de la violence politique en France, mais une brutalisation qui vient notamment du programme des élites qui touche infiniment plus l'extrême droite que l'extrême gauche. À côté de vous, Perrine Simon-Naoum, bonsoir, professeur de philosophie à l'École normale supérieure, dernier ouvrage, Sagesse du politique. Selon vous, les mots portent une réalité, cela débouche parfois sur des passages à l'acte, même si, ajoutez-vous, Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas explicitement au meurtre de militants de la droite radicale. Il entretient un certain climat. Et à côté de vous, Xavier Crétier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Votre dernier essai, Violence politique en France de 1986 à nos jours, coécrit, je le précise, avec Isabelle Sommier et François Audigier. Selon vous, l'ultra-gauche en général ne tue pas et ce qui vient de se produire constitue une nouveauté. La violence politique de type idéologique, qu'elle vienne de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche, est extrêmement faible en France. Alors on va vous poser peut-être la première question. Violence politique autour des questions politiques et identitaires, il y en a toujours eu en France. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui par rapport à ce qui se passait notamment dans les années 30 ou les années 70 et 80 ? En effet, vous l'avez dit, c'est une violence bien sûr qui existe, mais qui est quand même quantitativement extrêmement faible. Ça peut être intéressant de cerner un peu le débat autour de chiffres. Hein. Oui. Les chiffres qu'on a produits dans cet ouvrage, qui est un ouvrage qui avait véritablement cette volonté de quantifier la violence, en gros, depuis 40 ans, on a à peu près 5600 faits de violence politique. Sur ces 5600 faits, vous en avez 4829 qui n'ont fait aucun mort ou aucun blessé. Et sur le nombre de morts, il y a à peu près 418. Si on enlève les islamistes, qui à eux seuls sont responsables de 289 morts, les séparatistes, Corse, Basque, qui sont à peu près responsables de 80, il reste 53 morts du côté des violences idéologiques. En 40 ans.
Voilà, ultra-gauche ou ultra-droite. Or, sur ces 53 morts, vous en avez 5 qui sont le fait d'ultra-gauche et 48 qui sont le fait d'ultra-droite. Donc ça donne un petit peu un cadre quantitatif sur la réalité de ces violences. Et puis bien sûr, des violences qui sont beaucoup moins fortes qu'elles ne l'étaient dans les années 70 et a fortiori dans les années 30. Perrine Simon-Naoun, c'est pour ça qu'on dit moins de violence, mais plus de brutalisation. C'est ça la différence que vous pouvez faire ? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par violence. Effectivement, il y a la violence physique qui se traduit comme là par un meurtre, par un assassinat. Il y a aussi la violence dans les mots. Et je voudrais revenir sur ce que disait Gérald Darmanin quand il dit « les mots tuent ». Je dirais qu'il a à la fois tort et raison. C'est-à-dire que les mots, évidemment, ne tuent pas, mais les mots essentialisent. Et c'est en passant par cette essentialisation, en fait, que les mots peuvent déboucher sur la violence physique. C'est l'une des raisons pour lesquelles, et ce n'est pas pour rien que ces événements ont eu lieu en lien avec une conférence de Rima Hassan, ce n'est pas pour rien que tout se cristallise quand même en France autour de LFI et autour de la question de l'antisémitisme. Alors on va y revenir, mais François Cusset, pourquoi on parle d'ultra-droite et d'ultra-gauche ? Pas d'extrême droite et d'extrême gauche. Quelle est la différence ? Comment est-on venu à ces appellations-là ? Et quelle est la différence que vous faites entre les violences perpétrées par les uns et les autres ? Ces termes-là sont, j'allais dire, presque interchangeables. Enfin, on essaye de faire un échiquier, une gradation. La vérité, c'est qu'il y a des forces politiques parlementaires, représentées au Parlement, et certaines qui sont extra-parlementaires, groupusculaires, dans des cellules. Alors, il ne faut pas dire nébuleuses, parce que nébuleuse, c'est très négatif, ça peut être des myriades, ça peut être beaucoup d'associations. Donc extrême, c'est plutôt politique, et ultra, c'est en dehors de la... Oui, alors ultra, enfin bon, voilà, parce que c'est aussi des termes après de la police, de la répression. Le terme ultra a été inventé par les renseignements généraux. Oui, ultra-droite, ultra-gauche. D'accord. Voilà, après, pour le reste, il va de soi, en termes quantitatifs, c'est ce qui a été dit, que les violences de l'extrême et donc de l'ultra-droite sont bien supérieures à celles venues de la gauche sur le long terme, évidemment. Et de ce point de vue-là, excusez cette expression, parce que, évidemment, la mort de Quentin est absolument tragique, c'est du pain béni pour l'extrême droite, parce qu'effectivement, ça oriente toute l'attention sur une violence possible de ce côté-là de la politique, alors que la violence est verbale et idéologique, grand remplacement, submersion migratoire, et surtout directe, attaquer des antennes LGBT, des foyers de migrants, elle est beaucoup plus d'extrême droite que d'extrême gauche. Alors on va évoquer avec Fanny et avec vous trois, évidemment, la dissolution des groupuscules d'ultra-droite et d'ultra-gauche depuis la Ve République. Oui, 131 dissolutions très exactement depuis 1958, dont plus d'un tiers sous Emmanuel Macron. Alors dans le détail, vous allez le voir, ce sont les groupes d'extrême droite qui sont le plus visés, 45 dissolutions au total depuis 1958, devant les groupes islamistes, 23, et ceux d'extrême gauche, 20 dissolutions. Côté extrême droite, ça concerne par exemple le GUD, groupe Union Défense, dissous en 2024. On peut citer aussi la division Martel, accusée de mener des actions punitives contre les étrangers en France, ça c'était en 2023, ou encore le groupe Blood and Honor Hexagone, le sang et l'honneur, dissous en 2019 parce que accusé de soutenir l'idéologie, de diffuser l'idéologie nazie. Du côté de l'extrême gauche, on peut citer cette fois le collectif Palestine Vaincra, interdit en 2022, ou encore l'association antifasciste La Jeune Garde, pointée du doigt dans la mort de Quentin Derenque. La dissolution a été prononcée il y a 8 mois. Le groupe a déposé un recours pour la faire annuler devant le Conseil d'État. Ce recours devait être examiné demain. L'examen a été reporté sine die. D'après le chef du renseignement territorial Bertrand Chamoulot, dissoudre permet à l'État de montrer qu'il agit, de revendiquer une action, mais la démarche présente des limites, dit-il, je le cite, on ne dissout ni les membres de ces groupuscules, ni leurs idées. Xavier Crétier, est-ce que ça a encore un sens de dissoudre ces groupes, ou est-ce qu'au contraire, c'est aussi prendre le risque de perdre leurs traces ? Alors, d'une certaine façon, pour venir à bout de ces groupes, il faudrait dissoudre les membres. Mais là, on est quand même dans une démocratie, ça serait quand même compliqué. Donc si on ne dissout en effet que les groupes, moi, j'ai jamais très bien compris l'utilité forte de la dissolution. J'ai beaucoup travaillé sur les mouvements nationalistes corses. Ils ont tous été dissous. Ils sont tous revenus sous une cagoule ou sous une autre. Donc là, c'est un peu la même chose. Et par ailleurs, ça présente un risque. C'est que tant que le groupe existe, on peut l'infiltrer, on peut le surveiller. Quand il est dissous, il peut se reformer de façon très très clandestine. Et c'est compliqué pour les renseignements territoriaux d'aller les surveiller. Donc très souvent, les policiers de terrain
républicains sont plutôt frileux sur les questions de dissolution, c'est quelque chose de très politique. François, qu'est-ce qui les caractérise? C'est plus l'action que l'idéologie, en quelque sorte, ces groupes-là? Non, les deux, mais effectivement, un groupe dissous continue à agir clandestinement. Alors, on peut imaginer qu'il y a aussi une sorte de séparation à l'intérieur du groupe entre ceux qui continuent une action clandestine et ceux qui profitent de cette dissolution pour rejoindre, pour le coup, une façade politique plus... Enfin, la porosité qu'on connaît bien à l'extrême droite entre le fameux Front National dédiabolisé entre guillemets, et ces groupuscules-là vient aussi de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se refait une vie, on rejoint un parti beaucoup plus respectable en apparence. Mais voilà, cette porosité... Elle n'existe qu'à l'extrême droite. Elle n'existe qu'à l'extrême droite, cette porosité, ou elle existe aussi en miroir à l'extrême gauche? Elle est beaucoup plus grande qu'à l'extrême gauche, puisque donc là, qu'est-ce qui se passe? On pointe la France insoumise. Moi, je ne suis pas là pour la défendre une seconde, mais on sait bien que la plupart de ces cellules, de ces groupuscules à l'extrême gauche, dans la grande tradition anarchiste, sont ultra critiques de cette gauche électorale qui veut gouverner. Voilà. Donc non, en vérité, il me semble qu'il y a plus de porosité idéologique et directe entre les groupuscules d'extrême droite et les partis parlementaires d'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Perrine Simonnaou, vous dites c'est dans les deux cas, vous? C'est extrême droite et moi, extrême je gauche, pense vous n'êtes pas que d'accord? c'est absolument dans les deux cas. Et ce que je pointerais, c'est finalement la manière dont il y a à la fois une antagonisation et un jeu politique entre LFI et le RN, à la fois d'antagonisation et à la fois de connivence, d'une certaine façon. Parce que aux deux extrêmes, on a des ennemis. Des gens qui veulent en quelque sorte dissoudre le système et qui s'en prennent à la démocratie représentative. Donc ils fonctionnent de la même façon avec des groupuscules. Ils ont d'ailleurs une histoire qui relie le parti et ces groupuscules. Et ce sont en fait de la même façon des partis qui prônent une forme de rupture, et de rupture qui s'appuie sur un discours d'exclusion, qui s'appuie sur un discours de haine, et qui s'appuie sur la convocation d'une violence. Alors, on peut dire que maintenant, le RN, effectivement... est en voie de notabilisation, Moi, je serais un peu sceptique là-dessus, et de toute façon, je pense que les fondamentaux sont des fondamentaux de rupture et un discours d'exclusion. Et quant à Mélenchon, qui est un homme de mots, donc qui sait très bien, en fait, ce qu'il fait quand il fait des discours où il attise la violence, là aussi, on pourrait attendre de lui qu'il assume au moins ce discours de rupture. Je suis toujours gêné avec le renvoi dos à dos symétrique qui a effectivement été la stratégie de Macron depuis 8 ans, de ces deux extrêmes, puisqu'on vient désormais de labelliser LFI extrême. Voilà, parlons aussi, il y a aussi une question de programme et de projet politique, et pas seulement de personnalité. Le programme, je suis tout à fait d'accord. Rupture avec le capitalisme, rupture avec les institutions, passage à la 6e République. Non, c'est pas rupture avec le capitalisme, c'est écosocialisme. C'est rupture avec, c'est la sortie du capitalisme, c'est l'influence de l'idéologie de Chantal Mouffe et Ernesto Laclos, c'est-à-dire qu'on antagonise... écoutez, Mélenchon s'en réclame, donc... Non, voilà, on n'antagonise pas, on fait monter effectivement les minorités qui en France n'ont pas voix au chapitre. On antagonise l'adversaire qui devient un ennemi. Voilà, je pense qu'il faut quand même revenir aux fondamentaux. Il y a un programme. La préférence nationale vous gêne moins? Je suis d'accord. Je ne dis pas, je ne fais pas. Non, moi je les renvoie dos à dos. Vous ne les renvoyez pas dos à dos. Je pense qu'il faut faire une différence. On ne vous mettra pas d'accord. Le symbole du jour, oui, Benjamin, justement, on en parlait. C'est le logo de la jeune garde antifasciste, tout à fait, qui est au cœur de l'actualité. Ces 3 flèches orientées vers la gauche, une référence au groupe d'autodéfense socialiste français des années 30, qui s'appelait Toujours prêt pour servir et Jeune Garde socialiste à l'époque, contre les ligues d'extrême droite de ce temps-là. Perrine Simonnaou, à quoi correspondent ces 3 flèches exactement? Que symbolisent-elles? C'est effectivement les 3 ennemis qu'il s'était définis. Et en 2018, le discours a été réactualisé parce que c'était quand même un peu obsolète, que ce soit le nazisme et le stalinisme. Et donc, l'idée est de dire qu'on combat toutes les formes de domination, sous d'ailleurs, à travers cette espèce de syntagme attrape-tout, qui est le terme de fascisme. Oui, d'ailleurs, au-delà du cas de la jeune garde, qui est sans doute pas le meilleur exemple, c'est la question de l'antifascisme, en fait, qui est au cœur de tout ça, et on en parle très mal parce qu'on manque de recul historique. Celui qui en parle le plus mal, c'est bien sûr Donald Trump, puisqu'il imagine que tout ce qui est ourdi aux États-Unis l'est par cette espèce de monstre qu'il a inventé de toutes pièces, mais
il y a une histoire. Il y a une histoire depuis les années 20-30 qui n'est pas que liée à sa récupération justement par les communistes staliniens au départ, c'est le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Enfin, c'est un combat qui a duré, qui a été repris, qui aujourd'hui existe, voilà, dans tous les bords politiques, jusqu'à l'extrême droite bien sûr, non comprise. Voilà, c'est cette histoire-là qui est en jeu beaucoup plus que les polémiques d'aujourd'hui. Xavier Critti, alors justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de sémantique, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui donnent un écho beaucoup plus fort aux mots, entraînant du coup un passage à l'acte qu'on ne connaissait pas forcément dans le passé? Oui, alors, c'est vraiment une question centrale, quoi. En effet, derrière, est-ce que les mots tuent? Est-ce qu'il y a une incidence des termes utilisés sur le passage à l'acte violent? Du fait de la viralité des réseaux sociaux Alors, aussi. et du fait de la viralité des réseaux sociaux. Ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux, qui sont à mes yeux, et surtout quand on est prof, la plaie de l'humanité, les réseaux sociaux... Les deux autres se marrent. Oui, mais je pense qu'on partage ça là, oui. sans difficulté. Les réseaux sociaux, moi je l'ai vu, j'ai fait un gros travail par exemple sur un peu plus de 600 acteurs islamistes qui sont actuellement en prison. Pour plus de 75% d'entre eux, ils se sont socialisés au djihadisme via les réseaux sociaux. C'est-à-dire pas par leurs parents, pas par leurs amis, pas parce qu'ils ont fréquenté des mouvements islamistes, pas par des mosquées, etc. C'est par les réseaux sociaux. Donc clairement, ça joue un rôle tout à fait considérable. Après, est-ce que les mots tuent directement? Moi, j'ai tendance à me méfier de la suridéologisation de ce type d'action. Et on a quand même affaire à une violence. C'est quoi la violence? C'est deux corps qui se rencontrent, c'est deux émotions et deux haines qui se rencontrent. Et finalement, ce qui s'est passé à Lyon, et c'est pas un hasard si ça se passe à Lyon, il faudra aussi interroger Lyon. Parce que Lyon, c'est l'épicentre de l'extrême droite, c'est l'épicentre de l'ultra-droite en France, de l'ultra-droite activiste. Et on a une jeune garde qui s'est montée pour pousser aux marges l'ultra-droite activiste présente. On a une guerre de territoire, une guerre très grégaire qui se joue, qui n'est pas très... Guerre de territoire comme dans les cités, alors? Exactement. Qui n'est pas très éloignée de ce qui se passe dans les cités, sauf qu'il y a un vernis idéologique derrière, mais avant tout, c'est des haines qui s'expriment. Du coup, François Cussé, est-ce que cela, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, inspire ce qui se passe au niveau des politiques, puisque Jean-Luc Mélenchon assume la conflictualisation? Il l'avait dit en 2012, dans un meeting, il a dit conflictualiser, tout conflictualiser. Attention, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire, quand il dit ça, c'est que en fait, sa vision politique, et d'ailleurs philosophique, est celle, effectivement, de polarité conflictuelle dans la société, dans les rapports économiques, en politique. C'est ce qu'il voit. En revanche, les réseaux sociaux, tout le monde les utilise, les instrumentalise. D'ailleurs, un peu en retard, ils prennent le train en marche, ils sont obligés de rejoindre quelque chose qui a lieu. Il me semble que la violence n'est pas une violence directement d'incitation par les mots à l'action, parce que ces actes ont lieu de toute façon. Ces groupuscules se détestent, se repèrent, s'attaquent. C'est ce qui s'était passé avec Clément Méric en 2013. Oui, voilà, et c'est ce qui se passe dans la mort de Clément Méric. En revanche, il y a une violence du langage en politique qui a d'ailleurs été si intéressante parce que c'est l'œuvre justement de la gauche intellectuelle américaine, celle qui est maintenant en ligne de mire aux États-Unis, celle de Judith Butler, de Gayatri Spivak, c'est-à-dire de dire les mots racistes, les mots sexistes, les mots tuent, mais tuent au sens d'une mort très très lente qui est celle d'une déconsidération, d'une dégradation et d'un mépris général. Mais en revanche, qu'il tue au sens où on va écouter un discours de Mélenchon et aller tuer quelqu'un derrière, non, ça n'a aucun sens. Alors, puisque vous parlez des États-Unis, justement, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, s'insurge contre les accusations qui visent ces derniers jours son parti et fait le parallèle avec ce qui se passe outre-Atlantique. Écoutez. Pour le gouvernement, il y a une tentative de faire porter en quelque sorte une responsabilité morale, mais c'est infect. La méthode qui est à l'œuvre aujourd'hui dans une partie de la classe politique et de la classe médiatique en France est exactement la méthode qui a été utilisée aux États-Unis par Donald Trump après l'assassinat de Charlie Kirk, qui a accusé le Parti démocrate d'être responsable alors qu'il n'avait aucune responsabilité. Et maintenant, on fait la même chose avec la France Insoumise. Et c'est totalement scandaleux. Perrine Simon, voilà, il parle d'inversion victimaire en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh bien, je pense qu'eux-mêmes pratiquent, et en tout cas depuis le 7 octobre 2023, une inversion victimaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, par exemple, quand... le 7 octobre 2023, c'est le massacre. Voilà, quand ils expliquent que le Hamas sont des résistants, comme quand Rima Hassan tweet qu'elle déteste les sionistes et que finalement les sionistes sont les nouveaux nazis, c'est exactement... Il peut en parler parce que c'est ce qu'il pratique. Et ça, ce sont des discours de haine. Donc, si vous voulez, il y a pour moi une responsabilité morale qui est très forte de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, il n'appelle pas au meurtre. Mais lui qui connaît les mots, lui qui sait la stratégie qu'il met en place, il faudrait aussi qu'il pense
que ceux qui reçoivent les mots, et on parlait des réseaux sociaux, qui antagonisent les communautés, les réseaux sociaux, c'est aussi la virtualité des choses, c'est-à-dire finalement le fait que les gens passent à l'action sans se sentir vraiment responsables. On est dans un jeu vidéo, on tue un maximum de gens, ce qui rapporte un maximum de points, et on est responsable de rien. François Cusset. Oui. Voilà, je vous étonnerai pas en m'inscrivant en faux contre l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme, qui a été beaucoup fait pour évidemment diaboliser. Mais il a eu des paroles antisémites. Hein. L'affiche de Cyril Hanouna, c'est pas Gaza, c'est des relents de Vichy. Moi, je veux pas. Je pense que non, parce que c'est incompatible avec la politique. Pour revenir sur est-ce que le conflit permanent, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a aujourd'hui un conflit, la recherche d'un conflit permanent, plutôt que sur la recherche d'un consensus au niveau politique. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les élections à venir, notamment dans le débat politique? Mais ça, c'est le jeu politique qui veut ça. Absolument pas plus la France Insoumise ou je ne sais quel parti qu'un autre. Il y a un exemple, moi, qui me frappe beaucoup quand on veut vraiment condamner la violence. Vous savez, en 2023, quand Macron a utilisé, son gouvernement a utilisé le 49.3 pour la réforme des retraites. On a brûlé quelques poubelles et quelques vélos sur la place de la Concorde devant l'Assemblée. Et vous savez ce qu'il a dit, le président? Vous vous souvenez? On oublie ça. Il a dit, c'est exactement ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier 2021 ou à Brasilia. C'est-à-dire qu'il a comparé, là aussi, des gauchistes ou des gens tout simplement furieux que la démocratie soit bafouée au fascisme aux États-Unis. Non, on ne peut pas dire n'importe quoi. Xavier Chrétien, à un mois des municipales, à 1 an de la présidentielle, enfin 1 an et 2 mois, des incidences, une traduction politique dans les urnes. On peut la redouter. Ce qui est évident, c'est que cet cet assassinat, ce meurtre est vraiment un coup dur pour la France Insoumise qui... Mais plus au-delà de la France Insoumise, pour tout le... Alors, pour tout, je ne sais pas, mais ça va avoir des incidences très claires sur la France Insoumise, en tout cas, puisque Mélenchon se voyait assez bien au 2e tour et voulant réunir la gauche, et pour ça a besoin de se notabiliser, moi je dirais même se mitterrandiser, ce qu'il a commencé à faire avec son chapeau et son écharpe rouge. Et là, c'est difficile. C'est vrai que ça va être difficile. Bon, après, je ne suis pas sûr que ce cas, qui est quand même assez unique, encore une fois, en France, on n'est pas soumis à une violence politique de grande intensité. Hein. Il faut quand même garder un peu les pieds sur terre. Je ne suis pas sûr que ce cas-là va bouleverser les équilibres. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on lit ce que disait Victor Hugo en 1850, le suffrage universel, en donnant un bulletin à ceux qui souffrent, leur ôte le fusil, Perrine Simon-Naoun, sauf que le vote aujourd'hui ne semble plus être un exutoire. Est-ce que c'est ça aussi qui peut mener à cette violence qu'on connaît aujourd'hui? C'est plus un exutoire, une sorte de transmutation civile, comme vous dites, Xavier Chrétien. Oui, je crois absolument. Et on voit bien la corrélation qui existe dans la manière dont les discours de haine attisent les ressentiments et l'incapacité, l'impuissance finalement des institutions politiques à en tenir compte. N'oublions pas que c'est avec un bulletin de vote que Adolf Hitler a été élu en janvier 1933. Merci à tous les trois. Merci beaucoup d'être venus explorer notre question du jour. On reste dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marjorie Adelson. La mort de l'inventeur des jeux Kapla, des petits joujoux de construction en bois. Et côté fétichisme délirant, on évoquera la vente de la carte Pokémon la plus chère du monde. Mais d'abord, le mot vedette du jour repéré par Thibault Nolte, Alpes 2030. Ben oui, vous vous en doutez, on est dans les JO d'hiver 2026 à suivre. Les Alpes 2030 s'enfoncent un peu plus dans la crise. L'organisation des Alpes 2030. Alpes 2030 est un dossier fragile. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Alpes 2030, probablement dérivé de l'indo-européen Albo blanc, désigne la compétition des Jeux Olympiques d'hiver qui doit se tenir à l'hiver 2030 dans la partie française de cette chaîne de montagnes qui traverse l'Europe. Le 11 février, le comité d'organisation a annoncé des désaccords insurmontables entre le numéro 1 et le numéro 2. En juillet 2024, dans la roue des triomphaux JO de Paris, la France avait décroché, ou accepté puisqu'elle était la seule en lice, l'organisation de ses 4e JO d'hiver après Chamonix, Grenoble et Albertville. S'était porté candidat à la tête du comité d'organisation Alpes 2030, l'athlète français le plus titré de l'histoire des Jeux. 3 mois plus tard, il renonçait. Dans l'équipe suivante, dirigée par un médaillé d'or de ski de boss, 3 managers ont déjà rendu leur forfait et un 4e pourrait descendre en barquette alors que la piste est verglacée. Carte des sites indécises, pression des ONG environnementales, colère de la Savoie qui refuse d'être une variable d'ajustement budgétaire, ministre des Sports en plein fog. Jamais le CIO n'a retiré une attribution des JO, même si avant Alpes 2030, il avait sué froid en vue des JO d'Athènes 2004 ou de Rio 2016, lesquels avaient finalement eu lieu.
Quant aux Jeux de 1976, attribués en 1970 à Denver, ils ont eu lieu à Innsbruck, en Autriche, parce qu'a posteriori, les habitants du Colorado avaient voté contre leur organisation. Dans un essai de 2025, son auteur cite la Cour des comptes brocardant les partisans d'Alpes 2030, soucieux de poursuivre l'exploitation d'une industrie du ski à bout de souffle, et calcule que ces jeux, qui n'ont pas non plus fait l'objet d'une consultation populaire a priori, ne seront ni sobres ni économes. De Alpes 2030 à Scalp 2030 ? Merci Thibault Nolte. Rebonsoir Marjorie Adelson. Et Monsieur Mauduit, qu'est-ce que c'est ces petits Capla. Capla, les joujoux en bois. Et alors le fondateur qui avait 90 ans, qui s'appelait Tom van der Bruggen, le créateur des Capla, est 80 mort. ans. 80 ans, pardon. Jeune. Donc, il a disparu et c'est vrai que c'est grâce à lui qu'on a ce jeu incroyable de construction. Et on va remonter, si ce n'est aux origines du jeu de construction, mais à un moment important de cette histoire-là, Elisabeth. Parce que le 4 novembre 1790, Madame de Genlis insère dans son journal des notes qu'elle a prises sur les travaux qu'elle a pu donner à ses élèves. Ses élèves, ce sont les fils de Louis-Philippe d'Orléans du temps où il était duc de Chartres, un cousin du roi, un homme qui a embrassé la cause révolutionnaire, c'est Philippe Égalité, et qui a aussi embrassé Madame de Genlis. Vous étiez là ? Non, mais enfin bon, tout le monde le dit. Enfin bref, elle raconte ses innovations pédagogiques, parmi lesquelles le jeu occupe une place importante. C'est un outil éducatif et particulièrement les jeux de construction. Alors, à quoi il ressemble à l'époque de la poule de... Oui, c'est ça. Elle parle de palais d'architecture. En fait, ce sont des pièces de bois numérotées qui renvoient à un cahier avec des instructions. Et donc, les enfants apprennent ainsi le nom des différentes pièces d'architecture. Ces gamins adorent Madame de Genlis, plus que leur mère même. Et parmi ces mômes, il y a Louis-Philippe, le futur roi des Français. Et donc, ces enfants devenus grands reproduisent auprès de leurs propres enfants tous ces jeux-là. Alors, nous sommes à un moment, et c'est d'ailleurs très intéressant, on voit apparaître des jeux dont on en a conservé un exemplaire en 1820. Nous avons les arcades de la rue de Rivoli. Mais vous voyez, c'est extrêmement innovant parce que, alors que d'autres jouent aux petits soldats pour les garçons, aux poupées avec les petites filles, on a la construction de palais qui reproduisent. Dans un premier temps, des palais qui existent dans la réalité. Et puis, au fur et à mesure, quand l'attention se développe sur l'éveil des enfants, on voit les marchands qui proposent des tas et des tas de jeux de construction avec des cubes, des formes géométriques. Gros succès de la ferme du Jura. Eh bien, ce que propose Tom van der Bruggen dans les années 1980, c'est une démarche qui va encore plus loin. Parce que lui, vous le voyez, ces petites plaquettes de bois sont identiques par leur forme. Elles sont savamment pensées par l'équilibre de leur longueur, de leur largeur, ce qui permet un développement quasi infini. C'est absolument génial. Et c'est un succès mondial puisqu'il s'agit d'un langage universel, évidemment, Elisabeth, sans langue de bois. Bravo, Mauduit. Vous avez vu Très bien. Marjorie, alors c'est quoi ce délire? Une carte Pokémon. On dit Pokémon ou Pokémon? Pokémon. Eh ben moi je vais dire Pokémon. A battu un record? Oui. Quel record? Elle s'est vendue pour 16,5 millions de dollars. La vente s'est terminée hier et elle devient ainsi la carte de collection, toute collection confondue, la plus chère de l'histoire. La voici donc, un petit rectangle de carton, bien protégé. Son nom, Pikachu Illustrator. Alors Pikachu, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce petit Pokémon jaune très mignon qui faisait fureur auprès des enfants dans les années 90, dont moi, création donc de la franchise japonaise. Et aujourd'hui pourtant, les Pokémon ne sont plus uniquement une histoire d'enfants. Les collectionneurs ont grandi et c'est désormais une affaire de gros sous. La personne qui a décidé donc de vendre cette carte, c'est lui, Logan Paul. C'est un influenceur et catcheur américain qui est extrêmement connu. Il est suivi par des dizaines de millions de personnes sur les réseaux sociaux et il n'a pas hésité d'ailleurs à afficher sa carte Pokémon en collier avec, recouvert, vous voyez autour des diamants en toute blindée et diamantée. Oui. Voilà. Alors initialement, Logan Paul, il a acheté la carte en 2021 pour la somme de 5,28 millions de dollars. 5 ans plus tard, il la revend donc pour 16 millions. Sa valeur a triplé. C'est ce qu'on appelle une affaire en or. D'accord. Et comment on explique cette flambée? D'abord parce que la carte, elle est extrêmement rare. Elle est surnommée même par certains la Mona Lisa des cartes Pokémon.
Alors, tout d'abord, elle n'a jamais été commercialisée. Elle fait partie d'une série de cartes inédites qui ont été données comme récompense aux gagnants d'un concours de dessin Pokémon en 1998. Mais surtout, elle a été dessinée par la créatrice de Pikachu elle-même, Atsuko Nishida. Alors, dans le monde, il faut savoir qu'il n'existe que 39 cartes Pikachu Illustrator et très peu sont en bon état. Or, cette carte-là, elle serait dans un état quasi parfait. Pas de rayures, pas de petits coins, vous savez, cornés. Alors forcément, ça fait grimper les prix. Il faut dire que depuis quelques années, le marché des cartes Pokémon, il fonctionne comme la bourse. Il y a désormais une véritable spéculation et le cours, il évolue en fonction de la demande. Et cette demande, elle est très fortement influencée par les influenceurs, justement, qui ouvrent des paquets, vous le voyez, en direct de cartes et qui les collectionnent devant des millions de fans. L'été dernier, par exemple, il y a même un collectionneur qui s'est amusé à acheter plus de 2000 cartes Pokémon, un Pokémon qui s'appelle Kabuto. Alors, ce n'était pas particulièrement des cartes qui étaient rares, mais au final, il a fait grimper le cours de cette carte de 1000%. C'est colossal. D'ailleurs, le marché des cartes Pokémon, lui, il a bondi de 25% en un an et 8% des Français, quand même, seraient collectionneurs. Et alors, vous avez des histoires rocambolesques? Oui, pas mal. Ils se produisent régulièrement, il paraît. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les bijouteries qui se font braquer. Rien que le mois dernier, plusieurs boutiques en Angleterre de cartes Pokémon ont été braquées. Vous voyez les images. Montant du préjudice, plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, on va quand même souhaiter bon courage au nouvel acquéreur. On espère que lui, il saura bien protéger son trophée. Écoutez, cette histoire est dingue, mais on préfère quand même ça. Hein. Et puis c'est moins cher. Voilà, et puis pas de langue de bois, hein, Xavier Mauduit. Voilà, merci à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.